Salut à tous! Savez-vous que la France est en train de s'équiper du plus gros et du plus puissant appareil d'imagerie par résonance magnétique du monde? C'est le projet ISEULT, un IRM avec un aimant géant, une sorte de super télescope qui permettra de percer les mystères de notre cerveau et de voir nos neurones comme on ne les a jamais vus. Tiens, j'ai l'impression qu'on va parler de toi. C'est parti pour un voyage dans les profondeurs de notre cerveau. Pour l'explorer, les scientifiques ne manquent pas d'imagination. Au fil du temps, ils ont inventé des instruments toujours plus sophistiqués, depuis l'électroencéphalographie, qui mesure l'activité électrique de notre cerveau, jusqu'aux puissantes machines d'imagerie par résonance magnétique qui nous montrent en temps réel son fonctionnement. Et puis, savez-vous comment notre cerveau apprend à lire? Comment nos neurones se connectent entre eux? Où vont se nicher les images que l'on voit, les sons que l'on entend ou les émotions que l'on ressent? Notre cerveau ne manque vraiment pas d'air. Ah oui, je veux dire air comme ça. Vous comprendrez aussi pourquoi parfois il se dérègle. Alzheimer, Parkinson, schizophrénie, bipolarité, autisme, dyspraxie et bien d'autres troubles. Mais pour l'instant, notre cerveau n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Pourra-t-on lire dans nos pensées? Arrivera-t-on un jour à déchiffrer ce mystérieux code neural? Bon, vous êtes prêts? Maintenant, on va se creuser un peu les méninges, mais c'est promis, sans se prendre la tête. Soit dit en passant la petite voix, faire travailler ces méninges, ça ne veut rien dire car les méninges ne travaillent pas. Ce sont des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière et qui servent à les protéger, mais en aucun cas à réfléchir. Bon, je crois qu'on va reprendre les choses au départ. Comment ça marche à l'intérieur d'un cerveau? À toi de jouer la petite voix. Allez, je vais vous dessiner un cerveau. Enfin, quelques conseils seraient les bienvenus. Pour le dessiner, inspire-toi d'une noix dans sa coquille. À l'abri dans notre boîte crânienne, le cerveau est le chef d'orchestre de nos mouvements, de nos pensées, de notre mémoire ou encore de nos émotions. Il a deux parties reliées entre elles, une droite et une gauche. Ce sont les hémisphères. Chacun d'eux contrôle un côté de notre corps. Tiens, par exemple, si tu lèves le bras droit, c'est la partie gauche de ton cerveau qui lui donne l'ordre. Maintenant, observons l'intérieur. Que vois-tu ? Je vois que 2 crayons vont suffire, un gris et un blanc. La fine couche grise, c'est l'endroit où les décisions sont prises, un peu comme le bureau du chef. On l'appelle la matière grise ou cortex. Si tu l'observes au microscope, tu verras une centaine de milliards de cellules comme celle-ci. Elles sont spécifiques du cerveau. On les appelle les neurones. Ils sont faciles à dessiner car leur forme ressemble à un arbre avec des branches, un tronc et des racines. Les branches, appelées dendrites, sont connectées aux neurones voisins qui leur envoient des messages. Ces informations circulent le long des dendrites sous forme électrique. Comment ça, des courants électriques? Rassure-toi, les messages sont de très faibles courants électriques, environ 100 000 fois moins forts que celui délivré par une prise électrique. Les messages se dirigent tous vers la partie principale du neurone, le corps cellulaire. C'est là où le neurone intègre les informations. S'il reçoit beaucoup de messages, il en envoie un à son tour par ce qui ressemble au tronc de l'arbre. C'est l'axone. Comme des routes et des autoroutes, les axones relient les neurones entre eux. Leurs extrémités se ramifient comme des racines pour assurer la connexion avec les dendrites des autres neurones. La matière blanche du cerveau est principalement constituée d'axones qui relient entre eux les neurones des différentes zones du cerveau. Certains axones vont même très loin, jusqu'au bout de la moelle épinière. Le courant a l'air de bien passer entre les neurones. En fait, les neurones ne se touchent pas. Une fente très étroite relie l'extrémité de l'axone et le neurone suivant. C'est la synapse. Pour la traverser, le message électrique est transformé en message chimique. Un peu comme on passe du train au bateau lors d'un voyage vers une île. Ici, des petits éléments chimiques voyagent entre l'axone et le neurone suivant. Ce sont des neurotransmetteurs. Soit ils favorisent la propagation du message, soit ils limitent sa transmission. À toi de jouer maintenant. Bon alors, des neurones, nous en avons environ
100 milliards à la naissance. Et je vous rassure, ils ne fonctionnent jamais tous en même temps, sinon on serait épuisé. En fait, chaque information emprunte un réseau de neurones spécifiques. Que se passe-t-il, par exemple, lorsque nous apprenons à lire? Regardez. À l'école, on fait fonctionner tout notre cerveau. Oui, tout notre cerveau est à l'œuvre dans notre quotidien. Mais selon notre activité, certaines parties de ton cerveau seront plus impliquées que d'autres. Chaque hémisphère de notre cerveau est divisé en 5 grandes régions, dont une bien cachée. Ce sont les lobes. Ils sont découpés eux-mêmes en zones plus petites, les aires cérébrales. On en compte pas loin de 200 par hémisphère, toutes différentes. Oh, c'est joli, on dirait une mosaïque. Et à quoi elles servent? Eh bien, chaque aire cérébrale regroupe des ensembles de neurones spécialisés dans des fonctions bien précises. Si tu m'entends, par exemple, c'est grâce à l'aire auditive du lobe temporal. Pour marcher ou danser, ce sont les aires motrices du lobe frontal qui entrent en jeu. Si tu perçois le goût des bonbons, c'est grâce aux aires gustatives du lobe pariétal. Si tu ressens de la joie, ça se passe dans l'insula. Enfin, tu me vois, grâce aux aires visuelles du lobe occipital. Je parie que ce sont elles qui voient les lettres et les mots écrits au tableau. Exactement. Mais dans notre cerveau, c'est un vrai travail d'équipe qui nécessite la collaboration de plusieurs régions cérébrales. Quand tu apprends à lire, par exemple, une des aires de l'hémisphère gauche se spécialise pour reconnaître la forme des lettres et des mots écrits. On l'appelle l'aire de la forme visuelle des mots. C'est une sorte de boîte qui stocke toutes les connaissances sur les lettres, leur forme ou encore leurs combinaisons les plus fréquentes, comme BA ou CH. Mais ce n'est pas la seule région de ton cerveau impliquée dans la lecture. Pour savoir que l'ordre des lettres C-H-A-T correspondent au mot chat, ton cerveau doit associer un son à chaque lettre ou groupe de lettres. Quel son fais-tu pour me dire ce que tu vois? Chat... J'entends 2 sons, ch et a. Et ils sont importants, les sons. Ils servent à construire les mots. À force de les entendre, ils sont déjà enregistrés dans la partie gauche de ton cerveau, ici, dans l'aire auditive du lobe temporal. Pour associer les lettres et les sons entre eux, les neurones de l'aire de la forme visuelle des mots se connectent à ceux de l'aire auditive. Un peu comme un pont relie une île au continent. Tu parviens alors à déchiffrer le mot et à l'entendre dans ta tête. Enfin, dernière étape, il faut donner un sens au mot. L'aire auditive envoie donc le son du mot « chat » à une autre partie du cerveau contenant une sorte de dictionnaire, l'aire de Wernicke. Voilà comment tu apprends à lire. Mais ce n'est pas fini. Le mot « chat » va s'attacher tout seul, sans que tu le saches vraiment, à d'autres informations, comme le nom de ton chat préféré, le miaulement du chat, son odeur, ses yeux. C'est comme ça que « chat » va rentrer dans ta mémoire pour longtemps. Observer et comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements du cerveau, sans l'ouvrir bien sûr, cela a toujours été le grand défi des neuroscientifiques. Alors on a commencé par mesurer l'activité électrique du cerveau, ensuite ses champs magnétiques, et aujourd'hui grâce à l'IRM, on arrive même à observer certaines parties du cerveau en pleine activité. Que nous réserve l'avenir? Voici la grande aventure de l'exploration du cerveau au fil du temps. C'est un physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, qui découvre par hasard les rayons X en décembre 1895. Dans son laboratoire, alors qu'il réalise des expériences sur l'électricité avec un appareil appelé tube de Crookes, il remarque qu'un écran placé non loin devient fluorescent. Il place du verre, du bois et même un livre de 1000 pages entre l'appareil et l'écran. Rien à faire, l'écran reste fluorescent. Il nomme donc les rayons inconnus qui traversent les matières testées les rayons X. Quelques semaines plus tard, il essaye à nouveau avec la main de sa femme et remplace l'écran par un film photographique. Le cliché montre les os et la bague de sa femme. Il donne naissance à la première radiographie. C'est le début de l'imagerie médicale. Plus tard, la radiologie s'impose comme une nouvelle spécialité médicale utile pour déceler des fractures ou diagnostiquer des pathologies comme la tuberculose. Cependant, elle ne permet pas d'observer en détail tous les organes comme le cerveau ou le cœur. Ces tissus mous apparaissent comme des ombres sur les radiographies.
Et si on mesurait l'électricité produite par le cerveau pour l'étudier? C'est la question que se pose le neurologue allemand Hans Berger. En 1924, il enregistre pour la première fois l'activité électrique à la surface du crâne humain grâce à un appareil rudimentaire. Sur l'enregistrement, il découvre des battements réguliers en forme de vagues jusqu'alors inconnues. Il les nomme rythme alpha. Pendant ses expériences, il remarque que ce rythme apparaît quand la personne ferme les yeux et disparaît quand elle les ouvre et fixe son attention. Le rythme bêta prend alors le relais. Hans Berger comprend vite que l'activité électrique change quand on est attentif ou quand on ne l'est pas. Ces découvertes sur l'électroencéphalographie sont une étape majeure dans l'avancée des neurosciences. Toutefois, la communauté scientifique ne prend pas au sérieux les travaux de Hans Berger publiés en 1929. Il faut attendre que le neurophysiologiste anglais Edgar Adrian et quelques autres les confirment en 1934. Cette technique va ensuite s'imposer notamment dans l'étude de l'épilepsie et des troubles du sommeil. Obtenir des images statiques des organes, c'est bien, mais si elles montrent leur fonctionnement, c'est encore mieux. Au début des années 1950, c'est précisément ce à quoi s'intéressent le physicien Gordon Brownell et le neurochirurgien William Sweet. Ces deux Américains développent un premier prototype d'appareil de tomographie par émission de positons ou TEP. Leur objectif est de localiser l'emplacement de tumeurs. Grâce à leur appareil, ils obtiennent une représentation en 2D où l'on voit par exemple une région du cerveau affectée par la présence d'une tumeur. Mais la TEP naît véritablement au début des années 1970 avec les progrès de l'informatique. Le scientifique David Chesler développe un programme pour reconstruire en 3D les images. Finalement, le premier appareil utilisé sur l'homme est conçu en 1973 par Michael Phelps. Dorénavant, les chercheurs peuvent non seulement visionner l'anatomie, mais aussi le fonctionnement des organes du corps sans avoir à l'ouvrir. L'observation du cerveau a été bouleversée avec l'invention de l'imagerie par résonance magnétique, aussi appelée IRM. Mais pour cela, encore fallait-il découvrir le principe physique sur lequel repose l'IRM. C'est le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Il a été mis en évidence en 1946 par Felix Bloch et Edward Mills Purcell, deux physiciens américains. Cette découverte leur vaudra d'ailleurs le prix Nobel de physique en 1952. Toutefois, l'IRM naît beaucoup plus tard en 1973 avec le chimiste américain Paul Lauterbur, dont la technique donne naissance aux premières images, celles d'un poivron. L'anglais Peter Mansfield perfectionna la technique d'encodage pour obtenir des images plus rapidement. Depuis les années 1980, l'IRM est utilisée en médecine. Elle offre des images anatomiques précises et en 3D des tissus mous du corps humain, comme le cerveau. Dans la famille de l'IRM, je demande l'IRM de diffusion. Cette nouvelle version de l'IRM est inventée en 1985 par le français Denis Le Bihan. Elle s'est d'abord montrée très utile pour diagnostiquer les AVC, vous savez, les accidents vasculaires cérébraux. Puis dans les années 1990, Denis Le Bihan et Peter Basser obtiennent de magnifiques images en 3D et en couleur. Elles montrent l'orientation dans l'espace des axones qui composent la matière blanche du cerveau. Aujourd'hui, l'IRM de diffusion est utilisée dans le monde entier. Ces images permettent de diagnostiquer des anomalies liées à certaines maladies neurologiques ou troubles psychiatriques. En parallèle, l'IRM s'est aussi améliorée pour observer les régions cérébrales en activité. C'est l'IRM fonctionnelle. Elle est inventée en 1990 par le scientifique japonais Seiji Ogawa. La technique, elle repose sur le principe que les régions activées voient leur débit sanguin augmenter. Plus besoin d'injecter un produit dans le corps des patients, comme c'est le cas avec la tomographie à émission de positons. C'est finalement en 1992 que l'équipe de Seiji Ogawa, ainsi que deux autres équipes américaines, ont montré la faisabilité de cette méthode chez l'homme.
Et si un jour, les chercheurs étudiaient le fonctionnement du cerveau humain grâce à un microscope virtuel et toujours sans ouvrir le crâne? Avant d'en arriver là, il faut encore améliorer la résolution et le contraste des images IRM. Et cela passe obligatoirement par l'augmentation du champ magnétique grâce auquel on peut observer l'intérieur du cerveau. Eh bien, en 2004, un grand projet franco-allemand baptisé ISULT a été lancé pour construire un nouveau scanner ultra puissant. Il intégrera un grand aimant capable de générer un champ magnétique très intense de 11,7 Tesla, 223 000 fois le champ terrestre. Aujourd'hui, les appareils IRM utilisés le plus couramment ne développent que 1,5 à 3 Tesla. Ce nouveau scanner IRM unique au monde et destiné à la recherche sera bientôt installé dans le centre de recherche sur le cerveau Neurospin à Saclay. Grâce à lui, les chercheurs étudieront le cerveau par petits paquets de quelques milliers de neurones contre plusieurs millions actuellement. Avec le projet ISULT, les neurologues espèrent bien aussi en apprendre beaucoup plus sur ces troubles et ces dysfonctionnements encore mystérieux qui affectent parfois notre cerveau. Parkinson, Alzheimer, autisme, schizophrénie et bien d'autres dont nous vous parlons tout de suite, ici. Une pathologie dont on parle de plus en plus et qui touche notre mémoire, il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, environ 850 000 personnes en sont atteintes en France. Mais que se passe-t-il dans le cerveau de ces patients ? Dans la vie du cerveau, tous les jours, les cellules, les neurones produisent des molécules qui vont servir à plein de choses. Et ces molécules, au bout d'un moment, vont être éliminées quand elles ont servi. Dans la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas trop pourquoi, il va apparaître 2 molécules qui sont anormales. Et ces molécules anormales ne vont pas pouvoir être éliminées. Et elles vont s'accumuler, elles vont s'empiler. On en connaît 2. La protéine qu'on appelle la protéine amyloïde et l'autre protéine qu'on appelle la protéine tau. Donc ce sont des protéines qui vont induire plein de modifications, plein de troubles, et notamment une souffrance du neurone et la mort des neurones. Et si le cerveau perd des neurones, il fonctionne moins bien. Plus la maladie évolue et plus le cerveau perd de neurones. Regardez bien ce que l'on voit en comparant l'image d'un cerveau Alzheimer avec celle d'un cerveau normal. Oui, les neurones, les plis ici, ils sont extrêmement serrés, ils sont jointifs, on voit absolument pas d'espace entre les plis, quasiment. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, les plis sont plus larges, on voit bien les sillons, il y a de la place, le cerveau est plus petit. Tout ça, c'est la conséquence de la perte neuronale. On a ce qu'on appelle une atrophie du cerveau. Et sur les images du bas, qui sont des coupes du cerveau, où là, on regarde le sujet par devant, on voit la substance grise qui contient les neurones, avec des plis qui sont très serrés et très peu d'espace entre les plis. On voit aussi dans le cerveau, il y a des petites cavernes qui sont remplies de liquide. Le cerveau, il baigne dans du liquide. Tout ce qui est noir là, à l'intérieur, c'est du liquide. Donc on voit des petites cavités qui sont les ventricules, qui sont normales, et les sillons qui sont très étroits. Alors que chez le patient Alzheimer, on voit les cavités qui sont beaucoup plus grandes et les sillons qui sont beaucoup plus larges. Tout ça parce qu'il y a de la place dans la boîte crânienne. Beaucoup de neurones sont morts. Il y a donc ce qu'on appelle une atrophie du cerveau. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer mettent du temps à apparaître car il faut avoir perdu beaucoup de neurones. En général, il faut attendre au moins 10 ans. Environ 150 000 personnes sont touchées par la maladie de Parkinson en France. Ça représente beaucoup de monde. Alors je voudrais bien connaître les signes pour détecter cette maladie. C'est une maladie qui se traduit par un ralentissement des mouvements du sujet, un tremblement de repos et une rigidité du comportement et de la posture. Tout ça, ça apparaît progressivement et ça s'aggrave au fil des années. Alors la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. Des neurones vont souffrir et vont mourir. Mais pas n'importe lesquels. Ce sont les neurones dopaminergiques. Ces neurones produisent une substance qui nous aide à contrôler les mouvements. On l'appelle la dopamine. Ces neurones sont situés à des endroits précis du cerveau qu'on appelle la substance noire et qui vont envoyer leur dopamine dans une autre structure qui s'appelle le striatum et qui va, elle, gérer les mouvements. Si la partie du cerveau qui s'occupe des mouvements ne reçoit plus de dopamine, le cerveau fonctionne moins bien. C'est un peu comme un jouet dont les piles sont usées. Mais comment le voir avec l'imagerie cérébrale ? On voit sur ces images où l'on a superposé l'IRM en grisé avec une image obtenue en tomographie par médiation de positons chez un sujet sain et chez un patient en Parkinson. On voit chez le sujet sain une énorme concentration de la dopamine normalement, alors que chez le patient, on n'en a quasiment plus. Dans la zone du striatum qui reçoit normalement la dopamine, il y a très peu de dopamine qui arrive à cet endroit-là. On s'est rendu compte grâce à ce type d'imagerie qu'il faut avoir perdu plus de 60%
des neurones qui envoient la dopamine dans le striatum pour que les premiers signes cliniques apparaissent, pour que les premiers tremblements apparaissent ou les premiers ralentissements. Là encore, c'est une maladie qui évolue pendant longtemps sans signes cliniques, alors qu'il y a une souffrance neuronale. Les accidents vasculaires cérébraux, vous savez, les AVC, ils peuvent survenir à tout âge. Et oui, chez les bébés qui viennent de naître, il arrive que certaines artères se bouchent. L'arrivée du sang est alors bloquée, c'est l'AVC vasculaire. Ces bébés montrent une anomalie très importante qu'on voit ici en blanc au moment où ils sont malades très tôt. Et plus tard, quand ils vont grandir, ça va laisser place à une cicatrice qu'on voit ici en noir. Le cerveau est très abîmé à cet endroit-là, avec des cellules qui meurent, et donc un bébé qui va avoir une partie de son cerveau qui ne fonctionne plus du tout définitivement. Et ça n'arrive pas n'importe où dans le cerveau. Le plus souvent, ces atteintes se situent à gauche dans le cerveau et sur le côté et à l'arrière, dans des régions qui contrôlent principalement deux choses, qui sont les mains et les pieds, et plus tard le langage. Heureusement, le cerveau de ces enfants a des ressources incroyables. Ce qui est particulier à l'enfant, c'est que comme son cerveau n'est pas construit, il va aller construire les réseaux qui lui servent à parler, à marcher, à réfléchir, à faire des maths. Il va aller les construire ailleurs dans le cerveau, pas n'importe où, mais néanmoins pas à l'endroit où c'était prévu. Et l'enfant s'en sort assez bien comme ça. Donc cette capacité qu'ont les bébés avec un accident vasculaire cérébral à construire leur cerveau autrement s'appelle la plasticité cérébrale. Et c'est très important pour tout le monde pour favoriser et permettre tous les apprentissages qu'on fait pendant toute la vie. Si vous réussissez à couper votre viande, dessiner ou même écrire sans y réfléchir, c'est parce que le cerveau automatise certains de vos gestes. Mais tous les enfants n'y arrivent pas. Quelques-uns souffrent d'un trouble cérébral appelé la dyspraxie. Dyspraxie. La dyspraxie, c'est un trouble de la coordination des gestes. Donc, c'est des enfants qui ont des difficultés à apprendre les gestes nouveaux et surtout ont des difficultés à les automatiser. Donc, ils doivent en permanence contrôler leurs gestes par leur attention, leur concentration. Ces enfants ont aussi du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace. Par exemple, ils ne savent pas forcément quel jour on est et trouver une salle de classe devient compliqué. Mais on sait d'où ça vient ? On est vraiment au tout début de la recherche. Il y a deux régions qui sont susceptibles d'être impliquées, mais c'est aussi bien les signes cliniques que les résultats de neuroimagerie qui les pointent. Ce serait plutôt la région pariétale et le cervelet. Le cervelet, ça a de multiples rôles que je ne vais pas pouvoir tous énumérer, mais si on le pointe dans la dyspraxie, c'est parce que ça joue un rôle dans la synchronisation des mouvements, dans le contrôle des mouvements, ça joue un rôle aussi dans la perception du temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on pense que ça pourrait être impliqué dans la dyspraxie. Et en ce qui concerne le pariétal, ça joue un rôle pareil dans l'organisation du mouvement dans l'espace, dans le repérage de l'espace et dans la perception du nombre. Qui est aussi perturbé chez certains enfants. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on pointe ces régions-là. Pour l'instant, l'imagerie cérébrale n'apporte pas de vraies preuves sur l'origine de la dyspraxie. Heureusement, les chercheurs et les enseignants travaillent main dans la main pour mettre au point des méthodes adaptées qui aident ces enfants à l'école. Une des conséquences de leurs problèmes de repérage dans l'espace, c'est qu'ils vont avoir des difficultés aussi pour les nombres écrits. C'est-à-dire que 21 et 12, pour un certain nombre d'entre eux, ça va être la même chose. L'autre difficulté, ça va être au moment de la pause d'opération. Par exemple, quand il faut additionner 123 plus 32, ils vont décaler le 32 vers la gauche, et donc le 32 va être sous les centaines. Et donc, quand ils vont additionner par colonne, le résultat va être faux, non pas parce qu'ils ont un problème de calcul, mais parce qu'ils ont un problème d'alignement dans l'espace. Donc, on va leur proposer des outils comme ça, où on leur propose un gabarit sur lequel ils peuvent écrire avec un feutre à ardoise. Et puis, il y a des colonnes, donc ils vont poser le 123 en fonction de la norme de couleur. Et en se repérant avec la norme de couleur, ils vont pouvoir mettre 32 dans les bonnes cases, les dizaines dans les rouges et les unités dans les bleus. Et ensuite, ils additionnent couleur par couleur et ils obtiennent le bon résultat. Chouette, comme ça, plus aucune chance de se tromper. L'autisme fait aussi partie des troubles neurologiques.
L'autisme est un trouble qui commence dans la petite enfance et qui touche 1,5% des enfants. Il se caractérise par deux choses. Premièrement, des anomalies de la communication. Deuxièmement, les sujets avec autisme souffrent de ce qu'on appelle des comportements stéréotypés ou répétitifs, des sortes de tics en fait. Par exemple, des enfants qui peuvent courir autour d'une table pendant des heures et des heures. La difficulté pour les jeunes autistes, c'est de communiquer avec les autres. Certains enfants ne parlent pas ou encore ne décryptent pas les émotions sur un visage. Alors, que nous apprend l'imagerie cérébrale ? L'imagerie cérébrale nous a permis de comprendre que l'autisme était un trouble lié au neurodéveloppement, au développement cérébral, qui commençait très tôt. Effectivement, les bébés souffrant d'autisme ou les petits-enfants ont un crâne et un cerveau plus grands que les enfants et les bébés qui ne souffrent pas d'autisme. Cela change à l'âge adulte. En effet, les sujets adultes souffrant d'autisme ont au contraire un plus petit cerveau en moyenne que les sujets ne souffrant pas d'autisme, ce qui montre bien une anomalie du développement cérébral qui commence dans la petite enfance et qui se poursuit à l'âge adulte. L'autisme est donc un trouble présent toute la vie. Et l'imagerie cérébrale nous en apprend encore plus ? Chez les sujets autistes, l'imagerie cérébrale a retrouvé également des anomalies de ce qu'on appelle la connectivité cérébrale. La connectivité cérébrale est la capacité des différentes aires cérébrales à communiquer entre elles via des sortes d'autoroutes de l'information cérébrale qui sont ici représentées par les traits bleus et rouges. Chez les sujets autistes, on observe moins de connectivité cérébrale. Comme on peut voir sur ces images, où en haut on voit la connectivité cérébrale représentée chez des sujets sains et en bas chez des sujets souffrant d'autisme. Mais comme vous et moi, tous les enfants autistes ne sont pas les mêmes. L'autisme est un trouble très hétérogène. Par exemple, on va avoir des enfants autistes qui parlent, d'autres qui ne parlent pas, des enfants autistes qui souffrent d'épilepsie, d'autres qui ne souffrent pas d'épilepsie. Et on a du mal à comprendre les points communs et les différences entre toutes ces formes d'autisme. Donc un des objectifs de l'imagerie cérébrale est un peu de faire le tri et de comprendre l'hétérogénéité et les différences entre les différentes formes d'autisme. Les personnes atteintes de schizophrénie entendent parfois une petite voix dans leur tête. Je vous assure que ce n'est pas moi, hein. Ce serait dû à deux parties du cerveau qui communiquent mal entre elles. Les difficultés de communication entre les régions frontales et temporales pourraient tout particulièrement expliquer les hallucinations qui seraient produites dans les régions temporales et mal interprétées par le cortex frontal qui attribuerait par exemple une voix intérieure qu'on peut tous avoir à une source extérieure comme si quelqu'un parlait de l'extérieur. Ok, et comment on fait pour voir ces problèmes de connexion entre ces deux zones ? En IRM fonctionnel, plusieurs types de tâches peuvent être réalisées par les patients. Premièrement, des tâches qu'on va appeler cognitives, par exemple des opérations de calcul mental ou des opérations de mémorisation. Deuxièmement, des tâches de nature émotionnelle, où le sujet va devoir reconnaître des émotions sur des visages ou dans des voix. Et troisièmement, des tâches de nature sociale, où on va évaluer sa capacité d'interaction et l'activité cérébrale pendant cette interaction avec un tiers. Allez, je fais un test. 12 plus 8, 20. Ah, ça c'est un visage triste, hein. Et celui-là, effrayé. Mais si je suis schizophrène, il ressemblera à quoi mon cerveau ? Dans l'anatomie du cerveau des patients schizophrènes, on observe, et ce même avant les premiers symptômes, des réductions de volume distribuées dans à peu près tout le cerveau, mais plus particulièrement dans les régions frontales en avant du cerveau et les régions temporales qu'on peut voir ici. Bon bah, j'ai plus qu'à attendre le résultat de mon test. Contente, triste, contente, triste, contente. La bipolarité, c'est un peu comme un interrupteur de l'humeur. Pendant un mois, on est heureux et surexcité. Puis celui d'après, on est triste et déprimé. Donc, chez les patients souffrant de troubles bipolaires, lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose de nature émotionnelle, comme une émotion autour d'eux ou une émotion qu'ils ont vécue, font trop fonctionner les zones cérébrales qui sont responsables de l'identification et de la production des émotions et n'arrivent pas à les réguler et à les moduler. Ah oui, donc notre cerveau n'arrive plus à contrôler nos émotions. Enfin, quand je dis notre cerveau, c'est une région bien précise qui gère les émotions. On observe chez les patients souffrant de troubles bipolaires une hyperactivation de l'amygdale et de l'hippocampe en rose et en bleu qui explique leur hyperréactivité émotionnelle.
De plus, cette hyperactivation de l'amygdale et de l'hippocampe est mal contrôlée par le cortex frontal qui, normalement, doit justement réguler et moduler cette activation de l'amygdale. Bon, eh bien j'espère qu'il existe des médicaments pour soigner la bipolarité. Nous avons à l'heure actuelle différents types de traitements dans le trouble bipolaire qui visent à réduire la fréquence des épisodes dépressifs ou d'excitation. Parmi ces traitements, le plus célèbre est le lithium, mais aujourd'hui, on ne sait pas prédire si le patient va bien ou mal répondre au traitement. Et pour cela, on est obligé d'attendre 1 à 2 ans. L'imagerie cérébrale pourrait nous apporter des indices permettant de mieux sélectionner le traitement dans le cadre d'une médecine personnalisée et donner un traitement a priori plus efficace chez le patient. Jusqu'où arrivera-t-on à repousser les limites de l'imagerie cérébrale? Pourra-t-on un jour lire dans nos pensées? Arrivera-t-on à décrypter le code neural des cellules nerveuses de l'homme, comme on a réussi à décrypter notre ADN? Voici quelques-unes des questions que nous avons posées à notre expert, c'est Denis Lebihan qui dirige Neurospin. Le futur de l'imagerie cérébrale, c'est d'aller de plus en plus à des échelles petites chez l'homme pour explorer le cerveau humain et d'essayer de trouver ce qui fait que le cerveau humain est différent d'autres cerveaux, par exemple, et de comprendre comment des fonctions supérieures, comme le langage, le calcul, émergent. Et c'est aussi essayer de mieux comprendre des maladies qui sont encore mystérieuses, malheureusement, comme la maladie d'Alzheimer, ou des affections psychiatriques, comme la schizophrénie. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau? Est-ce qu'on pourrait, grâce à l'imagerie, détecter ces anomalies à un stade très précoce et les traiter si on a des traitements de disponibles. Le cerveau, il fonctionne à plusieurs échelles. Aujourd'hui, avec l'imagerie, en particulier l'imagerie IRM, on est capable de faire des images qui ont une précision du millimètre. Mais dans 1 millimètre cube de notre cerveau, il y a un très très grand nombre de neurones, de cellules nerveuses, et chacune de ces cellules peut faire un métier différent, peut faire une tâche différente. Donc on n'a pas la bonne précision. Inversement, on connaît aussi beaucoup de choses à l'échelle moléculaire, comment les neurones, un seul neurone fonctionne, on le sait très bien aujourd'hui. Pourtant, on n'a pas compris comment fonctionne le cerveau. C'est parce qu'entre les deux, il y a un trou, il y a un fossé de connaissances qu'on ne sait pas explorer. On ne sait pas explorer aujourd'hui une échelle de l'ordre de 1000 à 10 000 cellules, neurones. Donc il faut descendre à cette échelle qui est de l'ordre du 10e de millimètre. Et le futur de l'imagerie par résonance magnétique, nous pensons, est de pouvoir atteindre cette échelle qu'on appelle l'échelle intermédiaire. Le code neural, si on veut faire une analogie, ce serait un peu, il y a toute ressemblance quand même, à faire attention, avec le code génétique. Je m'explique. On savait autrefois que dans les cellules, dans le noyau des cellules, il y avait des chromosomes dont le nombre était fixe en fonction des espèces, qui codent pour quelque chose lié à l'hérédité. C'est ensuite qu'on a découvert que dans ces chromosomes se trouvait l'ADN. L'ADN est la molécule qui est en fait responsable de l'hérédité. Et beaucoup plus tard, on a trouvé que dans la structure tridimensionnelle de cette molécule d'ADN, qui est complexe, se cachait le code génétique. Donc c'est un peu la même chose. On veut dire qu'aujourd'hui, on sait que dans le cerveau, il y a un certain nombre de régions cérébrales, comme des chromosomes, si on veut, qui sont chacun responsables de fonctions particulières, que dans ces régions cérébrales, on trouve des neurones, un peu comme l'ADN, et c'est peut-être dans l'agencement tridimensionnel, dans l'organisation dans l'espace à 3 dimensions de ces neurones, que se cache un code qui va faire que les neurones qui sont à l'arrière de ma tête codent pour la vision, ceux qui sont là codent pour l'audition, etc., etc. Aujourd'hui, grâce aux instruments d'imagerie moderne, on s'est aperçu qu'on pourrait en fait distinguer près de 200 régions à la surface du cerveau. Ces régions-là, donc, sont organisées de manière différente. Le nombre de cellules qui les constituent, leur forme, la manière dont ils sont répartis dans l'espace est différente. Donc la question évidente qui se pose, c'est pourquoi, à l'arrière de mon cerveau, les cellules qui sont là traitent de la vision et pas de l'audition. L'audition est à un autre endroit. Donc quel est le code qui sous-tend le fait que des régions particulières du cerveau ont une fonction particulière? Est-ce que cette fonction, elle est génétiquement programmée, ou est-ce que c'est l'environnement qui va moduler cette fonction? On sait aujourd'hui qu'il y a les deux. Mais tant qu'on n'a pas compris précisément comment l'organisation des cellules dans l'espace code pour une fonction, on est un peu gêné pour progresser. Un autre enjeu de la connaissance du fonctionnement cérébral, donc d'un code neural éventuel,
c'est que si on comprend comment chaque région du cerveau fonctionne normalement, on doit pouvoir comprendre aussi pourquoi elle se dérègle. Et donc comprendre des pathologies qui sont encore très mystérieuses aujourd'hui sur le plan des mécanismes, comme la maladie psychiatrique, l'autisme, la schizophrénie. Et pourquoi pas un jour, on pourrait imaginer, mais c'est encore très loin et c'est plutôt un rêve et plutôt de la science-fiction, d'arriver à reprogrammer des fonctions cérébrales. Si une région est abîmée, parce qu'il y a un traumatisme, un AVC, une lésion, donc ce circuit ne fonctionne plus, cette fonction disparaît, est-ce qu'on pourrait reprogrammer une autre région cérébrale pour faire le même travail et donc faire réapparaître ces fonctions? Aujourd'hui, on ne sait pas lire la pensée. Aujourd'hui, ce qu'on sait voir, c'est les régions cérébrales qui sont activées dans les processus de pensée. Simplement, évidemment, si on sait qu'il y a des régions qui sont spécifiques, par exemple, de traitement de l'information liée à des objets, ou à des mots, ou à des visages, vous pouvez dire, cette personne est en train de penser à un mot, à un visage ou à un objet. Mais ce n'est pas lire la pensée. Ce n'est pas la même chose de savoir comment le cerveau est organisé, comment il fonctionne, même dans le détail, et de pouvoir lire la pensée de quelqu'un qui dépend entièrement de toute l'histoire de sa vie. Notre cerveau, il se fabrique en permanence en fonction de ce que l'on fait, à partir de la naissance. Donc chacun construit son propre cerveau et son propre code à l'intérieur. Donc il faudra arriver à casser ce code. Ça, c'est pas le code neural. C'est beaucoup plus compliqué. Le Human Brain Project, c'est un très très gros projet, avec un gros budget européen, qui a été mis en place par des collègues de Lausanne, de l'EPFL, pour, en théorie, arriver à reproduire dans un ordinateur le fonctionnement d'un petit bout de cerveau. Bon, ça c'est l'objectif affiché. Je ne suis pas certain qu'on arrivera à faire ça, en tout cas dans les quelques années qui viennent. Mais en tout cas, ce projet a permis de remettre ensemble un grand nombre d'équipes, je crois qu'il y en a 90 à peu près, pour collaborer et de générer un très très grand nombre de données sur le cerveau pour arriver à mieux comprendre. Donc à échafauder des hypothèses, faire des modèles. Donc par exemple ici à Neurospin, on est intéressé à comprendre la microarchitecture du cerveau, mais également à suivre des sujets normaux, bien portants, voir les régions cérébrales qui s'activent, comment tout cela évolue dans le temps, donc des informations qui vont nous être très très importantes pour comprendre comment le cerveau marche. Notre rêve, ce serait de faire des biopsies virtuelles. Donc pour une personne donnée, arriver à partir de nos images, sans mettre d'aiguille, sans rien dire, voilà, cette personne-là, à cet endroit-là, a tel dérèglement. Et aussi de pouvoir lui donner des traitements, des médicaments, ou de l'intervention chirurgicale, mais un traitement en tout cas qui va être ciblé sur la pathologie qu'on aura trouvée. Le problème, c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui important, de plus qui se creuse de plus en plus, entre ce qu'on est capable de voir, parce que l'imagerie progresse beaucoup, et ce qu'on est capable de guérir et de traiter. Donc c'est un peu frustrant pour les patients de dire oui, vous avez cette maladie, ou oui, vous avez ce problème-là, mais je ne peux pas vous guérir parce que je n'ai pas l'arme pour cela, je n'ai pas le traitement. Donc je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, développer des méthodes d'imagerie qui sont aussi pour aider à développer la thérapeutique ou à contrôler l'effet des médicaments, contrôler l'effet des traitements. Donc c'est vraiment l'association entre le diagnostic et le traitement où l'imagerie va avoir un rôle central dans le futur. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et maintenant, à vous de vous activer un petit peu les neurones pour répondre à cette question. D'après vous, quel est cet objet? S'agit-il d'un disque dur, d'un disque vinyle vu au microscope ou d'une partie de l'aimant de l'IRM Iseult? Pour répondre, c'est juste en dessous. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. Allez, ciao!